Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 7, nous avions complété l'étude introductive des dictionnaires. Avec cette vidéo, nous allons d'une part continuer l'étude introductive des types de données et d'autre part introduire l'environnement de développement intégré Colab. Comme annoncé dans l'introduction, cette démonstration sera faite avec Colab, qui est un environnement de développement Jupyter Notebook dans le cloud. Colab facilite la collaboration et accélère le processus de développement puisque beaucoup de modules Python sont déjà préinstallés. Et il suffit juste d'avoir un compte Google pour y accéder. Voilà, très rapidement, essayons de parler de l'interface de Google Colab. Là, vous avez en fait le nom de votre fichier, et puis vous avez ici votre menu, et puis en bas, vous avez en fait deux boutons. Ce bouton-là vous permet d'ajouter du code et ce bouton-là vous permet d'ajouter des textes simples, ou bien des rubriques. Donc, il y a aussi la table des matières ici qui vous permet de faciliter la navigation à travers votre notebook et aussi de créer en même temps la documentation alors que vous créez votre code ou bien votre programme. OK? Donc, autre chose, si vous cliquez sur ce bouton-là, X, vous allez voir qu'en fait, cela va vous donner toutes les variables que vous avez utilisées dans votre programme et puis leur type. Donc, pour l'instant, fermons ça. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Vous avez aussi, en fait, les cellules de type texte simple, comme par exemple ici. Quand je clique dessus, vous allez voir comment j'ai créé ça. Si vous mettez un hashtag et puis vous mettez du texte qui vient après, cela va se transformer en rubrique de type 1. Si vous mettez deux hashtags, ça va se transformer en rubrique de type 2, etc. Ça vous permet en fait de créer une structure pour votre documentation. Donc, je vais cliquer en dehors de cela et là, vous voyez qu'en fait, cette cellule-là, c'est une cellule de type code. Ça, c'est pas du texte, c'est du code. Donc, vous voyez, en fait, Google Colab, comme en fait Jupyter Notebook, vous permet en même temps de créer du code et en même temps de la documentation. Donc, voilà, en fait, d'une façon ramassée, l'interface de Google Colab. Voilà, maintenant retournons au type de données. Nous avons déjà vu les collections listes, tuples et dictionnaires. Les listes sont des éléments ordonnés. L'ajout ou la suppression d'éléments est possible pour les listes. La modification d'un élément est aussi possible. Les doublons sont possibles pour les listes. Cependant, pour les tuples, les éléments sont toujours ordonnés, mais l'ajout ou la suppression d'éléments sont impossibles. La modification d'un élément est aussi impossible. Les doublons sont possibles pour les tuples. Pour les dictionnaires, nous avions déjà vu que les éléments pouvaient être considérés comme ordonnés ou pas, selon la version de Python que vous utilisez. Si la version est inférieure à 3.7, donc les éléments ne sont pas ordonnés. Mais si la version est supérieure ou égale à 3.7, on peut considérer que les éléments sont ordonnés. L'ajout ou la suppression d'éléments est aussi possible. La modification d'un élément est impossible. Les doublons sont impossibles aussi pour les dictionnaires. Maintenant, parlons des ensembles. Un ensemble est aussi une collection, mais ces éléments sont non ordonnés. L'ajout ou la suppression d'éléments est possible. La modification d'un élément est impossible. Les doublons sont aussi impossibles. Les éléments d'un ensemble sont séparés par des virgules et délimités par des accolades. Cependant, rappelez-vous que Python
utilise aussi les accolades pour la création de dictionnaires. Alors, peut-on créer un ensemble vide avec des accolades? Évidemment, la réponse est non, puisque l'objet ainsi créé serait interprété comme un dictionnaire vide et non un ensemble vide. De ce fait, pour éviter la confusion, on utilise le constructeur set pour créer un ensemble vide. Maintenant, parlons un peu des cas d'usage ou bien d'utilisation des ensembles dans le langage Python. Une des utilisations les plus courantes des ensembles est la suppression des doublons à partir d'un autre type de données. Nous verrons un exemple dans la démonstration pratique. Une autre utilisation est le test d'appartenance avec l'opérateur in. Nous verrons aussi un exemple pour cette utilisation. Et voilà, et juste une petite rectification ou bien correction si vous voulez avant de commencer la démonstration pratique. Je pense que vous avez remarqué que j'ai fait une petite erreur en parlant des dictionnaires. Donc, retenez bien que la modification d'un élément est bien possible pour les dictionnaires. Je pense que c'est clair. Voilà. Voilà, maintenant, nous allons commencer la démonstration pratique. OK. D'abord, on va définir les entrées du programme. Donc, ici, on va définir en fait l'ensemble A qui est égal à 1, 2, 3 et puis 4. Voilà, ici. Après, on définit l'ensemble B qui est égal à 2, 3, 4 et 5 ici. Après, on définit l'ensemble C qui est égal à 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon, pour A, B et C, c'est facile parce qu'en fait, le nombre d'éléments n'est pas si grand que ça. OK? Maintenant, imaginons si on voulait définir l'ensemble D qui est égal à 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Donc, vous allez admettre avec moi que essayer de lister en fait tous les éléments est fastidieux. Donc, puisqu'on est des développeurs, il faut toujours trouver le moyen le plus efficace de faire ce que tu veux faire avec le minimum de code possible. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je définis en fait l'ensemble D qui est égal à 7 pour dire que c'est un ensemble. Mais un ensemble de quoi? Des éléments allant de 4 et il faut s'arrêter avant 11. Donc c'est de 4 donc à 10. Et vous voyez très bien ici, on a donné un range. On a déjà vu les types range. Si on ne donne pas le pas, donc forcément le pas sera égal à 1 par défaut. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit il faut définir un ensemble qui commence par 4 et qui finit à 10 et ce sera exactement l'ensemble D qui va commencer de 4 et qui va s'arrêter à 10. Très bien. Maintenant, vous vous rappelez par exemple avec les textes éditeurs, par exemple Notepad++, si on voulait exécuter notre code, on allait sur le terminal et on faisait Python et puis le nom du fichier. Ici, on n'a plus besoin de faire ça parce qu'on est en train de travailler maintenant dans un environnement de développement intégré. Plus particulièrement, on est en train de travailler avec Google Colab. Donc, vous voyez ici, il y a un bouton Play. Et si je clique sur le bouton Play là, mon code sera exécuté. Mais tout le fichier ne sera pas exécuté. C'est seulement en fait le code qui sera dans cette cellule-là qui sera exécuté. Donc, on va faire cela. Donc, clique sur ça. Et vous voyez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. Et vous voyez ici, il y a de green check. OK? Il y a en fait cette marque verte-là qui me dit qu'en fait, le code a été exécuté.
Mais vous voyez très bien qu'on n'a rien fait, on n'a rien affiché. On n'a fait que, en fait, définir les variables. Très bien. Maintenant, on va afficher maintenant ces variables-là. Donc là, je vais cliquer sur ça pour ouvrir en fait la cellule. Donc ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'afficher en fait toutes les variables qui ont été définies auparavant. Mais là aussi, vous voyez qu'en fait, je pouvais faire tout simplement print A, print B, print C, print D. Mais comme je dis, ça c'est très fastidieux. Et puis, il faut toujours trouver en fait des moyens beaucoup plus élégants de faire ce que vous voulez faire en un minimum de lignes de code. Donc, bon, essayons de voir comment on a fait ici. Ici, en premier lieu, bon, ça c'est un commentaire. Hein. Tout ce qu'on a fait, on a d'abord défini un dictionnaire. Un dictionnaire qui a des clés A, B, C et D. Et qui a des valeurs A, B, C et D. Je pense que vous avez bien vu ce qu'on va faire ici. A, la chaîne de caractères, c'est la clé, c'est en fait la première clé. B, la chaîne de caractères, c'est la deuxième clé. C, la chaîne de caractères, c'est la troisième clé. D, la chaîne de caractères, c'est la quatrième clé. Et pour chaque clé, on associe en fait un ensemble. Pour la clé A, on associe l'ensemble A. Pour la clé B, on associe l'ensemble B. Et pour la clé C, on associe l'ensemble C. Et pour la clé D, on associe l'ensemble D. Maintenant, ça, comme je dis, c'est un commentaire. Comment on le fait de façon programmatique? Donc, il suffit de faire mySet. Bon, ça, c'est ce que j'ai pris comme nom de variable. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et puis, vous faites dic pour dire qu'en fait, c'est un dictionnaire. Hein, on a déjà vu ça. Et puis, je mets A égale à A, B égale à B, C égale à C et D égale à D. Donc là, j'ai défini en fait un dictionnaire qui a pour clé A et je l'associe, par exemple, à l'ensemble A. J'ai un dictionnaire qui a pour clé B et puis je vais l'associer à l'ensemble B. Un dictionnaire qui a pour clé C et puis je l'associe à l'ensemble C, etc. Donc, et puis ça aussi, on l'a déjà vu, sauf que maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours en fait une boucle, ok? Mais si vous vous rappelez, en fait, sur les boucles que nous avons vues jusqu'à présent, c'était des boucles simples. Mais vous voyez qu'ici, pour cette boucle-là, j'ai deux variables. J'ai la variable K et j'ai la variable V. K représente la clé du dictionnaire et V représente la valeur qui correspond à la clé. OK? Et puis, je vais faire une itération sur tous les éléments. Donc, mySet.item. OK? Donc, mais ici, il faut faire très attention. J'ai appelé la variable mySet, mais en réalité, c'est un dictionnaire d'ensemble. Je pense que vous avez bien vu ça. Donc, je vais faire une itération sur tous les éléments de ce dictionnaire-là, mais ce dictionnaire-là a les éléments, c'est des paires, la clé et puis la valeur. Donc, comme je l'ai dit, K représente en fait la clé et V représente la valeur. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je peux afficher la clé et je mets égal à la valeur. OK? Maintenant, essayons d'exécuter ça pour voir ce que ça donne. Run. OK? Donc, vous voyez très bien que maintenant, ça affiche A égale à l'ensemble A, B égale l'ensemble B, C égale l'ensemble C, D égale à l'ensemble D. Bon, je pense que pour A, B et C, c'est évident parce qu'on n'a rien fait. C'est juste exactement ce que, parce qu'en fait, on avait défini l'ensemble A, B et C comme il fallait. Et puis, donc, aucune surprise ici. Hein? Mais, par exemple, regardez bien, par exemple, pour voir la différence pour l'ensemble D. On avait dit quoi? Set range for 11. OK? Donc, prends tous les éléments à partir de 4 et vous incrémentez par unité ou bien par 1 et vous vous arrêtez avant 11. Donc, c'est de 4 jusqu'à 10 et vous les mettez dans un ensemble. Et je pense que c'est exactement ce que Python a fait.
Python nous a donné que D égale à 4, 5 jusqu'à 10. Très bien. Je pense que c'est clair. OK? Maintenant, une fois qu'on a défini en fait nos ensembles A, B, C et D, maintenant on va essayer de voir comment Python peut faire une union, par exemple. Comme en mathématiques, si vous avez deux ensembles A et B, vous pouvez calculer A union B. Donc, je vais ouvrir en fait la cellule. Voilà, la cellule est ouverte. Maintenant, là, je vais calculer A union B de deux façons différentes. La première méthode va utiliser ce qu'on appelle un opérateur, et puis la deuxième méthode va utiliser une méthode. Exactement. Voilà. Donc, si vous avez deux ensembles dans le langage Python, pour calculer en fait l'union des deux ensembles, l'union c'est comme l'union mathématique. Hein? A union B, c'est l'ensemble des éléments qui sont en même temps dans A et en même temps dans B, et vous regroupez tous les éléments. Mais bien sûr, il ne doit pas y avoir de répétition. Okay? Chaque élément est pris en compte une seule fois. Voilà. Donc là, je fais A union B. La première méthode, c'est quoi? Je mets une barre verticale. Donc l'opérateur barre verticale entre deux ensembles signifie l'union. En réalité, ça signifie ou. Mais ou aussi, on sait que c'est l'union. A ou B. Donc, c'est A union B. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, il y a la deuxième méthode qui utilise, au lieu d'utiliser l'opérateur ou, utilise en fait la méthode union. Donc, je l'appelle A union B, 2, pour dire deuxième méthode. Tu mets A, tu mets un point, tu mets union, et tu mets comme paramètre de la méthode union B. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ces deux différentes méthodes-là vont donner le même résultat. OK, allons-y. On va exécuter cette cellule-là, run. OK, et vous voyez très bien que A union B avec la première méthode, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis A union B avec la deuxième méthode, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, les résultats sont les mêmes. Et c'est tout à fait normal. Ici, on avait A qui était égal à 1, 2, 3, 4. On avait B qui était égal à 2, 3, 4 et 5. Donc, si vous prenez tous les éléments qui sont en même temps dans A et dans B, mais regardez bien, on ne répète pas les éléments. Donc, il faut prendre 1, voilà, on prend 2 une fois, on prend 3 une fois, on prend 4 une fois, et puis on prend 5 une fois. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous voyez qu'en fait, A union B avec la méthode de l'opérateur et A union B avec la méthode de la méthode donne le même résultat. Maintenant, OK. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un test d'égalité. Bon, visuellement, on voit très bien que A union B avec la première méthode et A union B avec la deuxième méthode donnent les mêmes résultats. On le voit visuellement, mais ça, c'est juste en fait un exemple d'école pour voir est-ce que c'est vraiment vrai. Hein? Donc, on va faire print A union B1. Est-ce que c'est égal à A union B2? Et puis, ça, c'est juste une scène de caractères qu'on va afficher. Après, ça va nous calculer réellement le test. Donc, le test, comme on a vu ça avant, c'est deux signes égaux. OK? Je vais exécuter en fait cette cellule-là. Donc, on voit très bien que c'est vrai. A union B avec la première méthode égale à A union B avec la deuxième méthode. Et puis, le test nous dit, this is true. Ça veut dire que ceci est vrai. Right. Voilà. Maintenant, le test d'égalité est vrai. Maintenant, le test d'identité, est-ce que c'est vrai? Maintenant, je pense que ici, il serait important de comprendre. Je pense que tout le monde comprend c'est quoi un test d'égalité. Un test d'égalité, est-ce que ça veut dire est-ce que les contenus sont les mêmes? Ça veut dire est-ce que les résultats sont les mêmes? Mais l'identité, c'est autre chose. Hein? Bon, pour bien comprendre ce que je veux dire par identité, bon, je donne un cas très simple. Vous pouvez prendre, par exemple, deux personnes hein, qui ont le même nom. OK? Imaginons, il y a deux personnes qui s'appellent Mustapha. Toutes les deux personnes ont le même nom. OK? Donc, est-ce que leurs noms sont égaux? Oui. Mais est-ce que les deux personnes ont la même identité? Non. Parce que, en fait, c'est des individus qui sont différents. Et
pour les variables aussi dans le langage Python, c'est la même chose. Deux variables peuvent avoir les mêmes contenus, donc en fait, le test d'égalité peut passer, et pourtant, Python connaît que en fait, ces deux éléments-là, ou bien ces deux objets-là, sont différents. Bon, pour comprendre ce que je veux dire, on va faire un test ici, un test d'identité. Là, on va faire quoi? On va tester est-ce que A union B avec la première méthode. Is, c'est l'identité. Là, on ne fait pas un test d'égalité, on fait un test d'identité. Donc, quand on met deux signes égaux, c'est le test d'égalité. Mais quand on met is, c'est le test d'identité. Donc, là, comme je dis, c'est une chaîne de caractères, mais le test se passe en réalité ici. Donc, A union B1, is A union B2. OK? Et puis, bon, on va afficher d'abord le résultat. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller calculer l'identité de A union B avec la première méthode. Et puis, on calcule aussi l'identité de A union B avec la deuxième méthode. Bon, l'identité, ce n'est rien d'autre qu'en fait une adresse mémoire. Par exemple, quand vous définissez une variable Python, ce qui se passe, ça dit qu'en fait, l'ordinateur va allouer en fait une place mémoire à cette variable-là. Donc, c'est son adresse, comme on dit. Donc, l'adresse en fait l'adresse de la variable constitue en même temps son identité. C'est comme si vous voulez, par exemple, on peut dire qu'en fait, le nom d'une personne, c'est pas son identité, parce que le nom d'une personne, parce que deux personnes ou bien plusieurs personnes peuvent avoir le même nom, mais pourtant, elles ne représentent pas les mêmes personnes. Donc forcément, le nom ne peut pas constituer une identité. Hein? C'est pourquoi, en fait, c'est pourquoi maintenant, on a créé, par exemple, les numéros d'identification. Donc, imaginez, par exemple, qu'en fait, l'adresse mémoire pour chaque variable est unique et constitue l'identité de la variable. Voilà, donc maintenant, on va exécuter ceci. Voilà, vous voyez très bien que A union B1 n'est pas égal à A union B2. C'est-à-dire, quand je dis n'est pas égal, au point de vue de l'identité. Vous voyez très bien que A union B1 is A union B2 is false. C'est-à-dire que Python sait que ces deux objets-là sont égaux, mais c'est des objets qui sont différents. Vous voyez très bien que le test ici me dit que c'est faux. Ces objets-là ne sont pas les mêmes sur le plan de l'identité. Et d'ailleurs, même pour voir l'identité de A union B avec la première méthode, voilà l'identité. Et l'identité de A union B2, voilà l'identité. Et vous voyez très bien que ces deux numéros-là ne sont pas les mêmes. Donc, ces deux adresses mémoire-là ne sont pas les mêmes. Donc, forcément, A union B avec la première méthode et A union B avec la deuxième méthode ne constituent pas les mêmes objets, même si ces objets-là ont les mêmes contenus. Je pense que c'est clair. Donc, rappelez-vous de cela. Deux objets peuvent avoir le même contenu sans pour autant être à la même place mémoire. Voilà. Maintenant, on a fait l'intersection. Maintenant, on va parler. On a fait déjà l'union. Maintenant, on va parler de l'intersection entre deux ensembles. Bon, l'intersection de deux ensembles aussi, ça, vous l'avez. Pas tout le monde, mais bon, les gens qui ont fait les mathématiques élémentaires savent que si j'ai un ensemble A et un ensemble B, pour calculer A inter B, c'est tout simplement en fait des éléments qui sont aussi bien dans A que dans B. Donc là, je vais ouvrir ça. Oups, non, je n'ai pas ouvert. Je vais ouvrir. Bon, excusez-moi, j'ai exécuté, mais je vais effacer donc. Voilà, très bien. J'ai effacé les résultats parce que je vais exécuter par erreur. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, on va ici imprimer d'abord l'ensemble A. Après, on va imprimer l'ensemble B. Après, on va imprimer l'ensemble C. Après, on va calculer A intersection B et C. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est A inter B inter C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'intersection entre A, B et C. Ça veut dire qu'en fait, c'est tous les éléments qui sont aussi bien dans A et B et C. OK. Donc, on va essayer de voir. Maintenant, je vais exécuter. On sait que A égale à 1, 2, 3, 4. On sait que B égale à 2, 3, 4, 5. On sait que C égale à 3, 4, 5, 6. Maintenant, quels sont les éléments qui sont à la fois dans les trois ensembles? Je pense que vous avez bien vu qu'en fait, il n'y a que deux éléments, c'est 3 et 4. Parce que 3 et 4
sont là, 3 et 4 sont là, 3 et 4 sont là. Donc, ce qui est sûr que 3 et 4 sont dans tous ces trois ensembles-là en même temps. À part 3 et 4, il n'y a pas un élément qui soit dans tous les trois ensembles en même temps. Donc, A inter B inter C est bien égal à 3 et 4. Voilà, ça c'est l'intersection. Maintenant, on va voir la différence. La différence, quand j'ai deux ensembles A et B, donc A moins B, c'est quoi? A moins B, c'est tous les éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. OK? Donc là aussi, on va voir de quoi il s'agit. Là, bon, je vais exécuter rapidement. Donc, vous voyez que A égale à 1, 2, 3, 4. On voit que B égale à 2, 3, 4 et 5. Donc, A moins B, c'est 1. Je pense que vous avez bien vu ça. Parce qu'on prend tous les éléments de A et on enlève tous les éléments de B. Donc, 1, on ne peut pas enlever parce que 1 n'est pas dans B. Mais 2, 3 et 4, on les enlève. Parce que 2, 3 et 4, ils sont dans B. 5, ce n'est pas la peine parce que 5 n'est pas dans A. Donc, il ne peut même pas être dans le résultat. Donc, vous voyez très bien que le résultat, c'est le singleton 1. Très bien. Maintenant, on a fini avec la différence. Maintenant, on va calculer la différence symétrique. La différence symétrique, c'est une différence aussi, mais c'est un peu plus compliqué que la différence simple. La différence symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez tous les éléments qui sont aussi bien dans A que dans B, OK? Et après, vous enlevez l'intersection. C'est-à-dire qu'on prend tous les éléments en même temps, aussi bien dans A que dans B. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'intersection et on enlève de ce qu'on avait déjà pris tous les éléments qui sont dans l'intersection. Je pense que c'est clair. Donc, voilà, je pense que c'est clair, c'est ça. Donc maintenant, je vais exécuter. Là, vous voyez que A égale 1, 2, 3, 4. B égale à 2, 3, 4, 5. Maintenant, A, symétrique difference B, c'est 1 et 5. Par exemple, si je prends tous les éléments qui sont dans A et B, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, n'est-ce pas? Maintenant, il faut enlever tous les éléments qui sont dans l'intersection. Je pense qu'on avait trouvé l'intersection ici. L'intersection, c'était... bon, on n'avait pas calculé ça, mais bon, on va le voir ici. L'intersection de A et B, c'est quoi? Je pense que c'est clair que vous le voyez, c'est 2, 3 et 4. Voilà, c'est 2, 3 et 4. Donc, si on prend 1, 2, 3, 4 et 5 et on enlève 2, 3 et 4, il va rester 1 et 5. Voilà, c'est évident. Donc, la différence symétrique est égale à 1 et 5. Donc voilà en fait les opérateurs ou bien les méthodes que vous pouvez avoir sur les ensembles. OK? Maintenant, on va aussi parler en fait des cas d'utilisation. Par exemple, comment on supprime, par exemple, les doublons. Bon, par exemple, ici, regardez ce qu'on a. J'ai en fait une liste, L1 égale 1, 2, 3. Bon, vous vous rappelez, ça c'est bien une liste parce qu'il y a des crochets. Donc, regardez bien. Donc, c'est la liste 1 égale à 1, 2, 3. Maintenant, et puis je calcule la liste 2. La liste 2 égale à L1 plus L2. Attention ici. Quand je fais L1 plus L2, L1 est une liste. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est on a dupliqué la liste. C'est-à-dire que, puisque dans une liste, on peut répéter les éléments. OK? Donc, j'ai pris 1, 2, 3 et j'ai encore remis 1, 2, 3. Et je vais maintenant, bon, là, je vais afficher L2. Si j'exécute, par exemple, vous allez voir que L2, qui est le résultat, sera 1, 2, 3, comme j'ai dit, qui est encore 1, 2, 3. Vous voyez qu'en fait, donc l'addition, quand vous additionnez deux listes, vous ne faites que dupliquer la liste. C'est-à-dire que vous prenez la liste, vous l'ajoutez encore à lui-même. OK? Donc là, vous voyez par exemple qu'en fait, chaque élément est dupliqué. Maintenant, imaginons qu'en fait, que ce soit en fait un cas pratique ou bien un problème réel où on ne veut pas que dans notre liste qu'il y ait en fait des doublons. OK, très bien. Donc, maintenant, la question c'est comment on peut enlever les doublons. OK? Donc, ici, on le fait de façon très simple. Bon, évidemment, il y a plusieurs manières de faire cela. Tu peux faire en fait une boucle et tu fais une itération sur tous les éléments
de la liste et tu détectes les doublons et tu les enlèves. Mais vous voyez que ça, c'est très fastidieux aussi. Hein. C'est très fastidieux. Donc, et c'est pas simple en plus. Donc, quand vous écrivez du code, moins vous écrivez, mieux c'est. OK? Il y a aussi une autre technique qui s'appelle list comprehension. OK? On va voir ça dans le futur, où vous pouvez aussi enlever les doublons. Mais une façon très simple en une ligne d'enlever les doublons, c'est d'utiliser en fait un ensemble. Par exemple, regardez ici. Bon, j'appelle la variable clean L1 pour dire que c'est en fait la version clean de L2. OK? Donc, je vais appeler le constructeur set sur L2. L2 est une liste. Donc, rappelez-vous que L2, il est là. Vous le voyez ici. Il y a plusieurs éléments qui sont des doublons. Mais quand j'appelle en fait le constructeur set sur la liste, donc ça va renvoyer en fait un ensemble sans doublons. Et maintenant, attention, je ne veux pas un ensemble, je veux une liste. Donc maintenant, j'appelle le constructeur liste sur cet ensemble-là pour retourner en fait les éléments de l'ensemble. Et maintenant, L1 sera une liste. OK? On va exécuter ça maintenant pour voir. Vous voyez très bien que tous les doublons ont été enlevés. Il ne reste que 1, 2 et 3. Vous voyez très bien que clean L1, c'est tous les éléments de L2, mais sans les répéter. Tout simplement parce qu'on a appelé le constructeur set sur L2 qui nous donne un ensemble, mais comme on l'a déjà vu, dans un ensemble, il ne peut pas y avoir de répétition, mais on ne veut pas un ensemble. En fait, l'ensemble, c'est juste une étape intermédiaire. On veut une liste. Donc, quand on appelle liste sur un ensemble, on obtient une liste. Et voilà, on a éliminé tous les doublons. OK, on va voir maintenant, il y a une autre manière de faire cela aussi si vous voulez. OK, vous pouvez aussi utiliser en fait un dictionnaire. OK, parce qu'on a aussi vu que en fait les clés d'un dictionnaire ne peuvent pas se répéter. Chaque clé est unique. Donc, si vous appelez dict.fromKeys, OK, et vous passez L2, donc là, vous allez avoir un dictionnaire et puis vous appelez liste sur ce dictionnaire-là et vous le transformez en liste. Ce sera une liste des clés, mais les clés sont uniques, donc forcément chaque élément aussi sera unique. Comme ça aussi, on peut enlever les doublons et on va exécuter cela pour voir. Même chose, vous voyez, en fait, le résultat est le même. Donc, vous avez maintenant appris deux façons rapides et efficaces d'enlever des doublons d'une liste. Maintenant, vous allez me dire quelle est la méthode la plus appropriée. Bon, je pense qu'en fait, la deuxième méthode avec les clés d'un dictionnaire sont beaucoup plus sûres si vous voulez aussi garder le même ordre. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Voilà, maintenant on va passer au test d'appartenance. Là, j'ai défini en fait un ensemble qui s'appelle fruits. Dans fruits, je mets pommes, bananes et tomates. Bien sûr, vous demandez à un botaniste, il vous dira qu'en fait la tomate est un fruit. Après, j'ai défini l'ensemble légumes, je mets carottes, épinards et tomates. Évidemment, si vous demandez à un cuisinier, probablement il vous dira que la tomate est un légume. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je construis l'ensemble fruits ou légumes, donc c'est l'union. Après, je prends un élément quelconque qui est dans l'union, et puis je fais un test. Je vais tester si l'inconnu X est en même temps un fruit et légume, et là, notez que c'est l'intersection. Si c'est oui, donc l'élément X doit bien être aussi bien un fruit qu'un légume. Elif, ça veut dire que sinon, s'il n'est pas les deux, il est soit l'un ou l'autre. OK? C'est-à-dire, est-ce que l'élément X maintenant, puisqu'on sait qu'il n'est pas dans les deux, on va tester s'il est un fruit. Si tel est le cas, on va afficher c'est un fruit. Maintenant, s'il n'est pas dans l'intersection et ce n'est pas un fruit, c'est que forcément, c'est un légume. Et
c'est le else là, ça veut dire sinon. Donc, s'il est if, ça veut dire si, il est dans l'intersection, il est les deux. If, ça veut dire que sinon, s'il n'est pas dans l'intersection, on teste est-ce qu'il est dans l'ensemble des fruits. Si tel est le cas, affiché, c'est un fruit. Maintenant, s'il n'est ni dans l'intersection, ni dans l'ensemble des fruits, donc forcément, il sera dans l'ensemble des légumes et on va afficher que c'est un légume. Bon, exécutons ça pour voir le résultat. Donc, vous voyez très bien que carotte est un légume. Et évidemment, épinard, c'est un légume. Évidemment, pomme, c'est un fruit. Évidemment, tomate, en fait, c'est le seul élément qui est en même temps dans les deux, donc fruits et légumes. Banane, évidemment, c'est un fruit. Et voilà, pour le test d'appartenance avec l'opérateur in. OK? On l'a utilisé ici, ici et ici. Voilà, ceci marque la fin de cette vidéo introductive sur les ensembles et à l'environnement de développement Colab. Bien sûr, il existe d'autres méthodes concernant les ensembles comme add pour l'addition d'éléments ou update pour la mise à jour. Aussi, il y a un type particulier d'ensemble appelé Frozen Set qui contient des éléments immuables. Vous pouvez consulter la documentation pour en savoir plus ou bien poser vos questions dans les commentaires. Prochainement, nous continuerons avec d'autres types de données. Et n'oubliez surtout pas de liker les vidéos et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et à la prochaine.